Alors, donc bonjour à tous. Vous êtes ici aujourd'hui pour en apprendre plus sur la destination d'Israël. Donc, je vous remercie pour votre temps. Je suis Gwendoline Duval, directrice de Profession Voyage. Et donc, on va vous faire. Donc, ça va passer. N'hésitez pas à utiliser la question de cette page et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, pour commencer, donc, j'aimerais donc introduire les différents participants. On a quelques petits soucis techniques. Donc, le temps que nous arrivions à solutionner cela, n'hésitez pas à noter vos questions. Et donc, on va vous revenir très rapidement avec le début du webinaire. Je vous remercie. Ah, là, on voit bien la présentation, Laurent, c'est bon. Donc, Laurent et moi-même, nous travaillons pour le ministère du Tourisme israélien. Nous sommes en charge de la promotion de la destination Israël pour les marchés francophones. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette belle destination qui est Israël. Moi, je suis en charge de diriger l'office. La présentation ce soir sera faite par mon collègue Laurent qui est en charge de la communication. Et pendant une bonne demi-heure, Laurent va vous mettre en avant tous les attraits et les belles choses à découvrir sur notre destination. Voilà. Donc, Laurent, je t'en prie. Juste avant de poursuivre, pour tous ceux qui nous regardent, donc n'hésitez pas à en parler à vos collègues si ils sont intéressés par Israël pour qu'ils nous rejoignent maintenant. Et vous pouvez poser vos questions, nous y répondrons à la fin. C'est le on y répondra Bien, on m'entend bien? Oui. D'accord, parce que bon, j'ai eu quelques petites coupures de son. Donc Voilà, Laurent, c'est bon, tu peux. Là, c'est bon, parfait. Bon, bah alors bonsoir à toutes et à tous. Alors, quelques mots sur cette destination à l'aide donc de ce PowerPoint. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'Israël est une destination pour tous. Qu'est-ce que ça signifie une destination pour tous? Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, qui que vous soyez, quoi que vous recherchiez, vous trouverez toujours votre place sous le soleil d'Israël, que vous soyez un amateur d'histoire ou d'archéologie, un sportif, un gastronome, un amateur de fêtes, de mode, de shopping, de cure, de détente balnéaire sur une superficie étonnamment réduite, 22 000 km², eh bien, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, toutes les envies de vacances. Voilà, donc c'est un petit peu comme au McDo. Venez comme vous êtes, vous trouverez toujours votre bonheur sous le soleil d'Israël. En toute saison, pourquoi? Parce que d'une façon générale, il fait toujours beau en Israël, beau sans un soleil excessif, à part éventuellement au mois de juillet, un petit peu au mois d'août, où là, le soleil peut atteindre les 40 degrés dans certaines régions. Sinon, le reste de l'année, c'est un climat très ensoleillé. Et la meilleure saison, c'est en général les demi-saisons, printemps, automne, où là, vous êtes sûr de trouver vraiment un temps très, très agréable. Et puis pour tous les budgets, parce qu'aujourd'hui, vous avez une large offre, grâce entre autres aux efforts conjugués et des compagnies aériennes, et des réceptifs, et des chaînes hôtelières ou des styles d'hébergement. Vous aurez la possibilité de proposer à votre clientèle, quelle qu'elle soit, la possibilité de séjourner et de découvrir Israël. Environ 4 millions de touristes visitent Israël chaque année, 1 million qui viennent des États-Unis, et de chez vous, donc du Canada, on a dénombré presque 96 000 touristes en 2019, dont 35% de repeaters, c'est-à-dire des gens qui viennent en fait pour la seconde fois. Souvent en Israël, on vient la première fois pour découvrir le pays au niveau général, avec ses sites archéologiques, historiques, civilisationnels, etc. Et on revient pour l'ambiance, pour l'atmosphère, pour rester, pour se fondre complètement dans la population qui est assez attachante et assez fascinante également dans sa variété et sa pluralité. Et c'est pour ça qu'on a tendance aussi à revenir parfois en Israël. Donc 4 millions de touristes qui viennent du monde entier en Israël, et la destination de courrier la plus sécurisée. Pourquoi? Eh bien parce que pendant un certain temps, c'est vrai qu'Israël faisait partie un petit peu de ces destinations dont on disait par rapport à sa situation géopolitique que c'était peut-être pas forcément évident à n'importe quel moment de l'année de s'y rendre. Eh bien, les derniers mois, les dernières années, depuis bien longtemps maintenant, ont prouvé justement qu'Israël était un îlot de sécurité et on va dire de paix, et puis surtout de possibilité de vivre sereinement ses vacances, quelles qu'elles soient, que ce soit en séjour, que ce soit en circuit, que ce soit en combiné. Vous pourrez en parler donc aux gens qui ont déjà visité Israël ces derniers mois.
c'est vrai qu'on s'y sent extrêmement bien, très sécurisé. On peut sortir le soir à Jérusalem, à Tel Aviv, dans les rues de la ville jusqu'à 3 à 4 heures du matin si l'envie vous enchante et vous vous sentirez parfaitement en sécurité. Un nouveau écosystème aussi du voyage à la fois dans le monde et en Israël. Et il faut savoir que récemment, Israël a été vraiment classé parmi les meilleurs pays qui ont su, en tout cas, au niveau de la crise sanitaire récente de la pandémie du Covid-19, prendre les devants pour pouvoir limiter à la fois le nombre de pertes, le nombre de malades, et puis surtout assurer, on va dire, avec les méthodes que l'on connaît maintenant, la possibilité de vivre quotidiennement avec le plus de sûreté possible. Il faut savoir, par exemple, que dès le début du mois de mars, le 5 ou le 6 mars, donc les frontières ont été étudiées au niveau des allers-retours pour pouvoir faire rentrer le moins possible de personnes qui pouvaient éventuellement continuer cette pandémie et pouvoir assurer le bien-être des autres passagers qui venaient pour des raisons impératives. Et on espère bien évidemment que les frontières seront définitivement ouvertes d'ici quelques semaines. Vous savez que maintenant, il y a des zones qui sont mentionnées pour les différents pays. Rouge, jaune, verte. Israël aujourd'hui est ouvert surtout au tourisme local, puisque les bars, les restaurants, les salles de spectacle, sous certaines conditions, ont à nouveau été réouvertes. Vous avez par exemple les plages aussi qui sont aussi disponibles. Et petit à petit, la vie reprend vraiment donc, ses droits, avec bien sûr des mesures sanitaires exceptionnelles, comme on les connaît aujourd'hui en Occident, de façon à enrayer donc, la pandémie, avec cette nouvelle Purple Standard donc, qui a été entre autres mise en place dans les chaînes hôtelières pour pouvoir justement répondre à ces normes sanitaires. Jusqu'à 30% des employés sont revenus donc maintenant travailler dans les hôtels en Israël. Et pour vous donner un exemple parmi d'autres, vous avez aujourd'hui 75% donc des transports publics, les autobus, les trains des lignes du pays qui ont été donc remis en l'état, remis en fonctionnement. Vous avez quand même la quatorzaine donc, qui est imposée aujourd'hui donc, en Israël pour ceux qui arrivent donc, de l'étranger. Des mesures de sécurité dans l'industrie touristique qui seront évidemment aussi mises en place dans les semaines et peut-être les mois à venir, comme dans tous les autres pays. Ce que l'on connaît habituellement, bien sûr, la distribution massive donc de gel mise à disposition dans les rues, dans les magasins, dans les sites, devant les sites touristiques et évidemment dans les hôtels, des recommandations pour les distanciations physiques, les masques, bien évidemment, le port du masque qui est fortement conseillé, si ce n'est pas d'ailleurs obligatoire donc dans certains lieux à partir du moment où il y a une densité assez importante. Voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui donc en Occident. C'est une nouvelle réalité qui prend cours, qui sera peut-être pas, on l'espère, que ce soit en Israël ou dans le reste du monde, pérennisée encore pendant très très longtemps, mais en tout cas qui sera en cours dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Il faut savoir malgré tout que 2019, donc cette année avant l'arrivée du Covid, a été l'année de record historique absolu en matière donc de fréquentation touristique, puisque en Israël, il faut savoir que sur une population de 9 millions d'habitants, nous avons accueilli en 2019 4 551 000 touristes, qui est une augmentation, ce qui a représenté une augmentation de 11% par rapport donc à l'année 2018, qui déjà avait été une précédente année record avec 4 120 000 touristes. Donc il y a toutes les raisons de croire qu'une fois que cette pandémie sera maîtrisée derrière nous, donc au niveau général et international, nous pourrons reprendre justement cet engouement touristique pour cette destination. La plupart des questions que les clients peuvent vous poser sur Israël, c'est la destination sécurisée, on en a parlé. Il n'y a pas besoin de visa, uniquement un passeport valable 6 mois après la date du retour. On va souvent vous poser la question aussi du tampon qui serait imposé donc sur le passeport. Alors, ce n'est plus du tout le cas maintenant depuis une dizaine d'années. On vous donne en fait un petit ticket qui ressemble un petit peu à un ticket de cinéma et qui est un visa volant. Et donc, vous n'avez pas de mention de la destination Israël sur votre passeport. Et je le dis ça pour les gens qui ont l'habitude de faire des combinés ou qui après retournent dans certains pays qui n'ont pas du tout de relation diplomatique avec Israël et qui seraient empêchés d'entrer
vous serez obligés de refaire leur passeport. C'est plus du tout le cas. En Israël, donc la langue nationale, c'est l'hébreu. Vous avez également parmi les langues officielles et très utilisées l'arabe et l'anglais. Pratiquement tout le monde en Israël parle l'anglais. Vous avez des inscriptions en anglais, en lettres latines, un peu partout. Le français est également très répandu, puisqu'il faut savoir qu'Israël, qui a été longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, un pays d'immigration, vous n'avez pas loin de 100 nations qui sont représentées en Israël et 80 idiomes, 80 langues qui sont répertoriées. Le français a une place de choix, puisque à peu près 20-25% de la population en Israël comprend et parle parfois donc très bien le français. Donc où que vous irez, vous pourrez toujours converser et échanger donc avec les habitants du pays. La monnaie nationale est le shekel, hein, vous avez ici la conversion, et vous avez à peu près 6 zones de climat, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, les demi-saisons sont souvent, on va dire, les plus prisées. Et ceux qui craignent vraiment la chaleur, donc au mois de juillet-août, c'est vrai qu'il fait peut-être un petit peu plus chaud, et sinon le reste de l'année, c'est très agréable de se rendre en Israël avec tellement, tant et tant de choses à voir et à découvrir sur une destination, sur une superficie à la fois très, très réduite, étonnamment plurielle, extrêmement variée, sur le plan géographique, sur le plan archéologique, sur le plan architectural, sur le plan de la population, sur le plan, on va dire, de l'ambiance et de l'atmosphère du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est véritablement une mosaïque d'images et de sons assez insoupçonnés que vous pourrez découvrir en Israël en peu de temps, grâce entre autres à ces 40 compagnies aériennes qui vous amèneront en Israël. Donc les réceptifs et autres tour opérateurs sont mieux placés que moi pour vous donner les détails. Sachez quand même que le vol Toronto-Montréal, c'est à peu près 10 à 11 heures de temps de vol, et que pour les personnes qui souhaitent après même en Europe continuer à l'aller ou au retour après leur voyage en Israël, effectuer donc un petit périple donc dans certaines capitales européennes, vous avez une panoplie de compagnies européennes aériennes qui desservent aussi la destination Israël, donc au départ des principales villes d'Europe. Hein, quelques exemples de temps de vol, hein, de Rome jusqu'à Tel Aviv, 2h52, de Paris jusqu'à Tel Aviv, à peu près 4 heures de vol, etc. Israël, qui est situé au cœur du bassin méditerranéen, qui est bordé par 4 mers, qui fait à peu près un peu moins de 500 km du nord jusqu'au sud, hein, on le verra également tout à l'heure, et 117 km dans sa plus grande largeur, avec encore une fois donc, une superficie qui présente vraiment des contrastes assez saisissants entre le sud d'Israël que l'on voit sur la carte, qui est constitué entre autres par le désert de Judée, le désert du Negev, hein, c'est presque 60% du territoire israélien, avec un paysage quasi lunaire dans le sud. Au contraire, sur la côte méditerranéenne, autour de Tel Aviv, la région la plus fertile du pays, et le nord, constitué par la Galilée autour du lac de Tibériade, qui est extrêmement verdoyant, très bucolique. Entre autres, vous avez 4 mers qui bordent Israël, la mer Méditerranée à l'ouest, hein, sur la région de Tel Aviv, Haïfa, etc. La mer Morte, le point le plus bas du globe, la frontière avec la Jordanie. La mer de Galilée au nord-est, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade, et à Eilat, le point le plus méridional du pays, qui débouche donc sur la mer Rouge et plus loin l'océan Indien. Donc quasiment 4 mers qui bordent la destination Israël. Comme on le voit également, je le disais précédemment, donc 466 km² donc, du nord jusqu'au sud. Vous avez à peu près la même distance qu'entre Toronto et Montréal, pour vous donner une idée sur la distance qui permet de rejoindre Eilat à Metula, donc le point le plus au nord du pays. Quelques exemples également qui montrent, en fait, qui attestent que vos clients ne perdront pas de temps dans les transports et ne seront pas fatigués par de longs périples en autobus ou bien en voiture, hein, puisque vous pouvez tout à fait découvrir Israël en fly and drive, en découvrant la destination à votre guise. Voilà, donc Jérusalem-Tel Aviv, c'est à peine 50 minutes de route, jusqu'à Haïfa depuis Tel Aviv dans le nord, donc vous avez 1 heure. Tel Aviv-Eilat, c'est un petit peu plus long avec 4 heures. Voilà, donc des distances quand même très très réduites. Aujourd'hui en Israël, vous avez un petit peu plus de 9 millions d'habitants, avec une majorité donc de juifs qui constituent à peu près 79% de la population, des musulmans, des chrétiens, des druzes, des bouddhistes, et également
beaucoup de minorités ou des populations qui viennent un petit peu du monde entier, surtout depuis quelques années, essentiellement à Jérusalem et à Tel Aviv, qui sont devenues des villes-mondes, des villes très cosmopolites, avec des étudiants, des stagiaires, des personnes qui viennent travailler donc avec des contrats dans la mode, dans le spectacle, etc., pour quelques semaines, quelques mois. Certains qui vont, par exemple, rejoindre l'académie de danse Batsheva, donc à Tel Aviv, qui est mondialement connue, qui vont s'inscrire dans des universités pour de la musique, pour de l'archéologie, etc., entre autres à Jérusalem, et qui restent quelques mois, voire quelques années, et qui donnent justement ce côté assez cosmopolite et très pluriel donc aux villes de Jérusalem et de Tel Aviv. Les croisières également, qui peuvent proposer Israël au programme, c'est entre autres parfaitement intéressant donc au départ de la Méditerranée d'accoster donc en Israël à Haïfa dans le nord ou à Ashdod dans le sud. Ensuite, avec un autobus, une voiture, vous pouvez rejoindre Jérusalem par exemple en 2 heures, 2 heures et demie de route. Procéder à une visite de la ville, la vieille ville, un sightseeing de la nouvelle ville, repartir donc en fin d'après-midi sur Haïfa ou Ashdod et continuer donc votre croisière en Méditerranée sans forcément rester de nuit donc en Israël. Alors, où séjourneront vos clients? On le voit donc sur une image de fond qui représente les voûtes de Saint-Jean d'Acre, qui date de l'époque des croisés. C'est une cité portuaire sur la Méditerranée qui est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ces magnifiques voûtes se trouvent dans la salle des Chevaliers, juste à côté du souk mythique de Saint-Jean d'Acre. Alors, d'abord des hôtels de luxe, comme vous pouvez les imaginer, avec des grandes marques et des grandes enseignes internationales, que ce soit Waldorf Astoria, Hilton, Sheraton, Crowne Plaza, etc. Des grandes chaînes locales également, Israël, Dan, Fatal. Des chambres d'hôtes également, qu'on appelle des Zimmer. Des tentes bédouines aussi pour les aventuriers, pour ceux qui souhaitent un séjour, ou parmi leurs séjours, donc les réceptifs se feront donc un plaisir de pouvoir vous programmer une nuit à la Belle Étoile dans une tente bédouin. Des boutiques hôtels qui sont très courants aujourd'hui, donc à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, ou même dans le désert, et qui proposent justement une décoration particulièrement, on va dire, inspirée, très artistique et assez unique, comme dans la plupart donc, des boutiques hôtels qui sont très très personnalisées, et aussi les logements en kibbutz. Alors un kibbutz, peut-être que pas mal de gens savent déjà ce que c'est. Vous savez que c'est un village associatif où tout est basé sur le partage. Ça fait partie un petit peu de l'ADN et de l'histoire même d'Israël, puisque ça a été créé avant même la fondation de l'État d'Israël. Dans ces kibbutz, dans ces villages associatifs, qui étaient situés donc, dans des zones rurales, à la campagne essentiellement, tout était basé sur le partage, aussi bien le travail, la répartition du travail, que les fruits du travail. Le libéralisme étant passé par là, depuis maintenant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, il n'y a plus vraiment de kibbutz à l'ancienne, même si ça fait partie, on va dire, des heures nostalgiques d'Israël, mais physiquement, ils existent toujours. Et une grande partie d'entre eux, une grande partie de ces quelques 250 ou 300 kibbutz, donc vous en avez une bonne quarantaine, voire une cinquantaine, qui se sont reconvertis dans le tourisme avec des guest house, avec des Zimmer, avec des chambres d'hôtes. Et ça permet justement de proposer une approche de tourisme vert et beaucoup plus bucolique à vos clients qui, lors de leur séjour, souhaitent avoir aussi cette approche différente lorsqu'ils visitent Israël. Les grandes chaînes internationales ou même locales, donc en hôtel de luxe, on les a déjà vus, vous avez ici leur logo. Et également la possibilité donc en Israël, comme je le disais précédemment, de proposer à vos clients une panoplie assez invraisemblable, assez incroyable donc, de style de tourisme qui va donc du voyage gastronomique au voyage balnéaire, en passant par l'écotourisme, on vient de parler des kibbutz, du tourisme de haute technologie et de visite des startups, puisqu'Israël est aussi surnommé la Startup Nation. Je crois qu'au niveau économique, proportionnellement à son nombre d'habitants, à sa création de start-up et son activité, Israël fait partie de la 8e ou 10e puissance économique dans le monde, parmi les nations occidentales. La route des vins, on y reviendra un petit peu plus tard, un tourisme d'aventure, et puis bien évidemment le tourisme traditionnel de découverte, d'archéologie, d'histoire et d'autres choses encore qu'on aura l'occasion d'évoquer. Des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Israël, donc depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, que ce soit Saint-Jean d'Acre, qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce soit Masada, dont on parlera tout à l'heure, la forteresse de l'époque romaine, construite sous le règne du roi Hérode, en plein désert de Judée, la ville blanche, qui se caractérise par l'architecture Bauhaus,
à Tel Aviv, dans le centre de Tel Aviv, ou les jardins Bahaï de la troisième ville d'Israël, le grand port de Haïfa, avec ses merveilleux jardins suspendus qui, en 2005, sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc, entre autres. Alors, parmi les sites à visiter et à découvrir en Israël, vous avez bien sûr Tel Aviv, Jaffa. Tel Aviv signifie en hébreu la colline du printemps. Alors, c'est une ville qui a été fondée en 1907 par les premiers pionniers juifs arrivés donc en terre d'Israël, entre autres d'Europe, des Balkans et de pas mal donc, de pays du monde, et qui ont décidé, à partir des dunes de sable qui jouxtaient la vieille ville antique de Jaffa, le vieux port de Jaffa, hein, qui est aujourd'hui l'une des plus vieilles villes du monde, et bien sûr ces dunes de sable, ils ont décidé de créer une ville moderne qui devait devenir, dans les années, les décennies suivantes, la grande ville économique d'Israël, et c'est devenu aujourd'hui Tel Aviv. Et c'est la même municipalité aujourd'hui, Tel Aviv et Jaffa. Jaffa, c'est un petit peu la vieille ville de Tel Aviv. Et c'est vrai que ce cliché de Tel Aviv et Jaffa représente véritablement l'identité, l'ADN même d'Israël, qui est un pays qui tient ses racines dans le passé biblique, antique, que représente un petit peu, que véhicule la ville de Jaffa, qui est rattachée donc au prophète Jonas, à Simon, la maison de Simon Tanner donc, dans le Nouveau Testament, au personnage d'Andromède, même à Napoléon. Et vous avez juste à côté Tel Aviv, qui est une ville très très moderne, une ville high-tech, avec ses buildings, parfois ses gratte-ciels, qui est résolument tournée vers l'avenir, et voilà, qui résume à elle seule cette image d'Israël, un pays qui prend ses racines dans le passé biblique et antique, mais qui est aussi parallèlement résolument tourné vers l'avenir futuriste. Alors à Tel Aviv, des tas de choses à voir, des tas de choses à découvrir. C'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite. Vous avez d'abord un peu plus d'1 million d'habitants, hein, si on prend les banlieues proches de Tel Aviv. Vous avez 14 km de plage qui rappellent un petit peu Santa Monica, avec une ambiance de Barcelone du Proche-Orient. On dit de Tel Aviv que c'est la ville qui vit la nuit, avec ses cafés, ses bars, ses coffee shops, ses boîtes de nuit, bien évidemment, ses discothèques improvisées sur les rooftops, ses célébrités internationales qui viennent régulièrement donner des concerts à Tel Aviv. On a eu Alicia Keys, on a eu Elton John, Lady Gaga, Madonna, pour ne parler que des plus connus. On va bientôt avoir une chanteuse du Canada, à savoir Céline Dion, qui va venir dans les prochains mois donner un grand concert donc à Tel Aviv. On peut croiser aussi des stars israéliennes qui sont maintenant connues dans le monde entier, qui reviennent régulièrement, que ce soit Nathalie Portman ou Gal Gadot, Wonder Woman, hein, qui est native donc, d'une banlieue de Tel Aviv et qui revient assez régulièrement. En dehors de cela, vous avez des choses à Tel Aviv à voir absolument, comme le musée de la diaspora, qui raconte toute l'histoire du peuple juif depuis l'époque du temple de Jérusalem et de la dispersion des Juifs suite à la destruction du temple en 70 de l'ère actuelle, jusqu'à la création de l'État d'Israël, avec des maquettes, avec des films de l'infographie. C'est une visite assez passionnante. Vous avez le musée d'art de Tel Aviv également, qui est l'un des musées les plus passionnants, avec des collections d'art contemporain, des collections permanentes, des collections temporaires également, qui est situé donc au centre de Tel Aviv. Vous avez la possibilité aussi de visiter bien sûr Jaffa, la vieille ville de Jaffa, hein, quand vous êtes à Tel Aviv, au centre de Tel Aviv, même à pied, en passant par exemple par l'ancienne gare de l'époque ottomane qui a été transformée en centre commercial à ciel ouvert, c'est absolument magnifique. Vous passez par le quartier bohème de Neve Tzedek et vous arrivez à Jaffa, c'est splendide. Vous pouvez faire des balades, visiter le marché aux puces, le marché Carmel, qui est un marché central où vous trouverez des produits culinaires tout au long de la journée avec des saveurs et des couleurs assez incroyables. Vous pourrez bien sûr aller dans les restaurants de luxe comme les échoppes, on va dire, les plus populaires. Vous balader sur le nouveau port de Tel Aviv avec ses magasins, faire du vélo, puisque Tel Aviv dispose également de pistes cyclables avec des vélos, des trottinettes, etc., comme dans beaucoup de grandes villes et de capitales européennes. Et puis visiter, entre autres, dans le quartier du boulevard Rothschild, tout ce qui se rattache à l'architecture Bauhaus. L'architecture Bauhaus, c'est une architecture de l'entre-deux-guerres de l'école allemande, dont Tel Aviv et Brasilia sont les deux villes emblématiques, qui se traduit donc par des créations architecturales, des maisons assez sobres, rectilignes, avec des fenêtres à l'horizontale ou à la verticale extrêmement droites et blanches.
Et c'est assez passionnant donc d'observer, de découvrir donc cette architecture à Tel Aviv. Et bien sûr, en dehors de cela, c'est vraiment la ville qui vit la nuit, où voilà, on peut venir comme on veut, on fait des rencontres, c'est complètement sécurisé. C'est une ville vraiment très très agréable, surtout avec ces kilomètres de plage qui vous propose un quotidien tout à fait, on va dire, ludique et altruiste et généreux. La Gay Pride également, qu'on vient de fêter d'ailleurs à Tel Aviv d'une façon un petit peu singulière cette année, mais qui est l'une des Gay Pride les plus populaires au monde, hein, puisque Tel Aviv est une ville très gay-friendly. Et chaque année, en dehors évidemment de cette année 2020 assez exceptionnelle, nous accueillons jusqu'à 250 000 donc, touristes qui viennent spécialement visiter Israël et surtout Tel Aviv pour participer à la Gay Pride, parfois avec des célébrités internationales. Vous savez qu'on a eu récemment, enfin en 2019, l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson qui s'est déroulé à Tel Aviv et qui a été vu par pas loin de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde, avec des guest stars comme Madonna qui sont venus spécialement pour l'occasion et qui a donné une vitrine assez exceptionnelle donc à Tel Aviv. On passe maintenant donc dans un style de tourisme assez différent, puisque Israël, c'est aussi, et c'est un petit peu ce paradoxe assez ludique, fascinant et étonnant, la terre de la Bible. Alors, la terre de la Bible pour les trois grandes religions monothéistes, mais pas seulement. Comme j'ai l'habitude de le dire, on peut être chrétien, juif, musulman ou athée, peut-être croyant, mais pas du tout pratiquant, et donc athée également, mais ressentir malgré tout une certaine fascination, un certain intérêt pour ce pays et surtout pour tous les sites, toutes les villes qui sont mentionnées donc dans la Bible, Jérusalem, la Judée, la Galilée, le Jourdain, le mont Tabor, Armageddon, Hérode, les prophètes, Jésus, Mahomet, le roi David, le roi Salomon. Tout cela donc est mentionné donc en Israël, et lorsqu'on les découvre pour la première fois, on a véritablement un sentiment assez, assez étrange et assez de fascination face à ces sites qui sont rattachés à ces personnages de la Bible, dont on a entendu l'écho depuis notre plus tendre enfance, ne serait-ce qu'au niveau familial, et qu'on découvre pour la première fois. Le mur occidental, le mur d'élémentation donc à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, que l'on voit, qui est l'église donc dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, qui abrite le tombeau du Christ, le lac de Tibériade où Jésus a marché, d'après les évangiles, que l'on voit en haut à droite, le fleuve du Jourdain, où l'on peut, à l'instar donc de Jean le Baptiste, effectuer symboliquement donc des baptêmes. Et voilà, comme on le voit, la Via Dolorosa, le chemin de croix, où des pèlerins et des touristes du monde entier viennent essentiellement donc à Pâques effectuer symboliquement donc ce pèlerinage. Et puis le mur occidental, le dôme du rocher pour les musulmans, le site où le prophète Mahomet se serait envolé vers le ciel après avoir délivré le message de l'islam, et l'une des mosquées, l'un des dômes que l'on voit sur l'esplanade du temple et des mosquées se trouve ici, donc avec son dôme doré qui date de l'époque des Omeyyades au 7e siècle. Le Gospel Trail également, qui est donc un chemin des évangiles, aussi bien pour les catholiques que les protestants, et qui reprend entre autres en Galilée les chemins, les étapes mentionnées donc dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, et que les pèlerins, jeunes et moins jeunes, peuvent effectuer à pied. Jérusalem, où l'on voit justement la vieille ville et les murailles Soliman le Magnifique, qui ont été édifiées donc au XVIe siècle, pendant la période ottomane, et qui abritent les 4 quartiers sacrés, le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier musulman et le quartier arménien, où se trouvent les lieux saints des 3 principales religions monothéistes, avec des choses absolument magnifiques à découvrir au hasard des ruelles, et puis des centres commerciaux dans la vieille ville, comme le centre Mamia, qui est un centre commercial à ciel ouvert, avec des boutiques de luxe juste en face donc, des murailles de la vieille ville, et ça crée justement un choc des cultures assez étrange et fascinant. Un pont qui a été créé, donc un pont suspendu donc, dans la nouvelle ville créée par un architecte espagnol. Et puis ce qu'on voit à droite, c'est une partie des manuscrits de la mer Morte, les plus vieux manuscrits qu'on ait trouvés au monde et qui sont exposés au Musée national d'Israël, donc à Jérusalem, dont on voit ici encore quelques visuels symboliques. La mer Morte, le point le plus bas du globe. Je suis désolée, Laurent, il va falloir vraiment accélérer pour le sud, parce qu'on avait 30 minutes pour... j'ai encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. Oui, maximum, pour que tout le monde puisse poser des questions et que les gens puissent tous avoir le temps de parler. Donc je vais très vite.
Donc la mer Morte, le point le plus bas du globe, 400 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée, où entre autres on peut soigner l'asthme, le rhumatisme, mais aussi le psoriasis, qui est une maladie psychosomatique dont souffrent pas mal de gens et qui peut se guérir, donc en tout cas se soigner sérieusement à la mer Morte. Et on peut effectuer des cures de remise en forme. On peut flotter sur la mer Morte sans faire le moindre mouvement, comme on le voit ici. Et avec cette fameuse boue noire à partir de laquelle a été créé les fameux produits de la mer Morte, on peut s'enduire le corps et le visage et avoir une peau satinée et nettoyée. C'est absolument singulier et ça fait partie justement de ce qu'on aime faire la première fois qu'on vient en Israël. L'eau, le feu, le soleil, la terre et l'air, les 4 éléments donc de la nature sont vraiment mis à l'honneur à la mer Morte, puisque comme c'est l'endroit le plus bas de la surface du globe, l'air et les rayons du soleil sont très filtrés et on ne reçoit que les rayons du soleil les plus bénéfiques et l'air le plus chargé en brome et en oxygène, ce qui fait qu'on ressent tout de suite un sentiment de décompression et de bien-être. La forteresse de Masada, toujours dans le désert de Judée, qui est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses terrasses que l'on voit donc au premier plan. Et puis en haut, la forteresse qui servait de refuge aux derniers juifs zélotes qui avaient combattu contre les Romains, qui ont résisté jusqu'au dernier moment avant de se suicider. C'est resté un haut lieu historique et symbolique de l'histoire d'Israël. On peut y accéder en téléphérique, ou bien pour les plus courageux par un chemin sinueux qui s'appelle le chemin du serpent en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous êtes en haut de la forteresse et là, vous avez une vue imprenable sur la Judée, sur la ville de Jéricho du côté palestinien, sur les montagnes de Jordanie. Et là, vous avez l'impression d'être comme Adam et Ève au premier jour. À partir de Masada et du désert de Judée, la possibilité d'effectuer des sports également dans le désert du Negev, que ce soit de la randonnée en jeep, de la descente en rappel, de la marche évidemment et du vélo, qui est un sport qui est extrêmement popularisé maintenant en Israël. Le cratère Ramon également, qui est spectaculaire, 500 mètres de profondeur, 9 km de large, en plein centre du désert du Negev, à côté d'un hôtel de luxe qui s'appelle l'hôtel Bereshit et qui propose donc des nuits splendides avec un décor à la belle étoile unique au monde. Et là aussi, vous pouvez proposer à vos touristes cette étape assez particulière. Et on descend toujours dans le sud, on finit avec le point le plus méridional du pays, Eilat mer Rouge, 350 jours de soleil par an sur 365. On peut se baigner en compagnie de dauphins, au récif des dauphins. On peut faire de la plongée sous-marine et s'initier à la plongée sous-marine pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est l'idéal. Et on peut surtout observer les fonds sous-marins en allant à l'observatoire sous-marin unique au monde, les poissons clowns, les poissons pyjama, sans même se mettre en maillot de bain, tout à fait habillé avec ses chaussures. Vous entrez dans la mer comme si vous étiez dans un sous-marin. C'est absolument fascinant. Eilat est aussi ouvert à l'est comme à l'ouest, sur la Jordanie et l'Égypte, donc vous pouvez continuer à combiner. C'est une ville pacifiée avec un hors-taxe également qui est proposé et des possibilités dans certains hôtels de proposer du all-inclusive. Donc c'est vraiment une ville de vacances, de villégiature, de balnéaire et surtout un point d'entrée pour le tourisme dans le désert. Israël est une destination aussi gastronomique. Vous avez des chefs qui sont connus donc, dans le monde entier, des chefs israéliens comme Eyal Shani, Shalom Cohen, Yotem Otelengi, Assaf Granit. Et la cuisine fusion israélienne fait également fureur à travers le monde. En Occident, les salades composées véganes, les sauces à base de chocolat blanc, les œufs bénédicts revisités. Et aujourd'hui, partout en Israël, que ce soit dans des échoppes, dans les marchés ou autres, vous avez la possibilité de déguster cette nouvelle cuisine, comme d'ailleurs la route des vins. Vous avez 250 domaines, mais à peu près 5 vignobles, dont l'un a été importé par le baron de Rothschild en 1882. Et depuis les années 80 à peu près, vous avez vraiment des vins dont la robe, la texture, la volupté font vraiment le plaisir des palais des plus exigeants des gastronomes du monde entier. Et que ce soit en Judée, dans le Negev, sur la côte méditerranéenne ou en Galilée et Golan dans le nord, vous avez cette route des vins que votre réceptif pourra vous proposer pour les amateurs. Donc, comment proposer et vendre Israël donc, à votre clientèle? Eh bien, surtout lui dire qu'elle sera d'abord en confiance. Vous aurez la possibilité, vous, en tant qu'agence de voyage, de lui permettre peut-être aussi d'effectuer par la suite un deuxième voyage en Israël, puisque 35% donc, des touristes reviennent pour la deuxième fois en Israël, qu'il y a évidemment pour cette destination des packages qui sont extrêmement bien vendus. Et l'avantage, c'est d'abord qu'il y a une véritable confiance établie avec son agence de voyage, puisque ce n'est pas une destination qui se vend souvent sur Internet, un taux de commission quand même assez important, et puis surtout une valeur ajoutée parce que vous serez
serez, en tant qu'agent de voyage, celui ou celle qui lui aura fait découvrir au client une destination singulière, méconnue, et pourtant à la richesse insoupçonnée, au pouvoir de séduction et à la puissance émotionnelle à nul autre pareil. Et en cela, le client vous sera éternellement reconnaissant. Voilà, donc des représentations dans le nord de l'Amérique, évidemment au Canada avec Toronto, à New York, à Atlanta, à Chicago et à Los Angeles pour vous servir et pour pouvoir donc vous convaincre qu'Israël est véritablement une destination plurielle qui ne pourra qu'enthousiasmer vos clients dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup de votre attention, excusez-moi pour le rythme, et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus avec cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Laurent pour cette belle présentation qui nous a clairement donné envie de voyager dès maintenant vers Israël. Merci. Nous allons maintenant passer à une phase de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Israël, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on pourra vous donner les coordonnées aussi de Laurent pour que vous puissiez rester en contact et donc conseiller au mieux vos clients. Alors, donc, la première question, la meilleure période la moins achalandée pour s'y rendre? Est-ce que vous m'entendez? Alors, la meilleure période pour se rendre, répond pour Laurent, on va dire en dehors des périodes scolaires. Je n'entends pas trop. Excusez-moi, on ne vous entend pas. Je vais peut-être laisser Laurent répondre du coup. D'accord. Alors, Laurent, si tu peux Oui. répondre. La meilleure période pour aller en Israël. Alors, comme je le disais précédemment, les périodes où il y a vraiment beaucoup de monde, ce sont les périodes des fêtes religieuses, entre autres, hein, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, hein, parce que souvent la Pâque juive et les Pâques chrétiennes tombent au même moment, et l'été, où il y a vraiment beaucoup de monde. Par contre, les demi-saisons, que ce soit entre le mois de, on va dire, fin février jusqu'au mois de juin, jusqu'à la mi-juin, le temps est ensoleillé sans excès. Les prix sont parfois très abordables, hein, les réceptifs pourront en parler mieux que moi, et vous avez vraiment des possibilités de visiter le pays en toute sérénité, sans être forcément envahi par la foule, hein, parce que bon, c'est vrai que parfois il y a, surtout ces derniers temps, avec les années records qu'on a eues, on ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de touristes qui se sont massés dans la vieille ville de Jérusalem. Ça nous fait quand même plaisir, hein, parce que ça montre que le pays plaît. Mais il y a maintenant aussi des périodes le long de l'année que l'on peut trouver si on ne veut pas forcément se retrouver dans une foule compacte. Hein. Tout à fait. Merci pour cette question. Je vais passer à la suivante. Moi, j'ai une petite question concernant les vols, Laurent. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et je pense que tous les agents de voyage qui sont là se posent la même question. L'année dernière ou l'année d'avant, Air Transat avait lancé un nouveau vol au départ de Montréal et ce vol a été retiré. Est-ce que vous avez des informations concernant les dessertes aériennes et est-ce que vous savez pourquoi Air Transat a retiré ce vol? Alors, nous sommes dédiés au marché français, Laurent et moi-même, c'est pour ça que nous parlons français. Je pense que pour tout ce qui est concernant le marché canadien, il faudrait voir directement avec Jerry, qui lui a une connaissance de votre marché que nous, malheureusement, nous n'avons pas. Je peux vous dire toutes les rotations au départ de Paris, de Nantes, de Marseille et de Lyon, mais on va avoir plus de matchs sur votre marché parce que la seule connaissance qu'on a pour vous, ça va être la langue française. Très bien. Alors, on gardera cette question pour Jerry tout à l'heure. Laureline, on ne vous entend pas très bien. Peut-être si jamais vous pouvez essayer de voir pour votre connexion, de vous rapprocher un petit peu de votre box éventuellement. Je vais continuer donc avec d'autres questions concernant… est-ce qu'il y a… Donc ça, vous n'allez pas savoir répondre. J'ai une petite question. Laurent, vous avez parlé de tout inclus du côté du sud, vers Eilat. Est-ce que vous auriez peut-être des noms d'hôtels à nous donner? Écoutez, le mieux, je pense que ce serait vraiment de demander au réceptif, parce que c'est lui qui actualise les prestations des hôtels. Si ma mémoire est bonne, je sais que l'hôtel Laguna, donc à Eilat, l'hôtel Sport à Eilat, entre autres, qui font partie, je crois, de la chaîne Israël,
ont cette spécificité de proposer du all-inclusive. Alors, c'est vrai que pour une certaine catégorie de touristes, ça plaît énormément, voilà, parce que ça permet un petit peu d'assimiler la prestation à, en fait, à un hôtel club. Et parfois, c'est recherché par une certaine catégorie de la population. Sinon, la plupart des gens qui sont en séjour en Israël, c'est essentiellement bon, le petit déjeuner. Il faut savoir que le petit déjeuner israélien est extrêmement copieux. Hein, c'est un véritable brunch. Donc, on n'a pas vraiment besoin de manger à midi, hein, peut-être d'avoir un petit encas sur les coups de 14h ou 15h, et après de faire un repas le soir à sa guise, donc soit à l'hôtel, soit donc en ville ou ailleurs. Donc le all-inclusive en dehors de certains hôtels d'Elat n'est pas vraiment de mise en Israël. D'accord, très bien. Alors, juste pour ceux qui nous demandent si le webinaire sera disponible en version enregistrée pour que vous puissiez avoir toutes ces informations, Laurent, est-ce que ce sera possible de remettre cette présentation aux agents? Je pense. Laureline, qu'est-ce que tu en penses? Il faudra peut-être demander à Jerry parce que c'est lui qui, en fait, qui a téléguidé la présentation, mais je pense que ça pourrait être possible. Il faudrait revoir avec lui. D'accord, je crois que pour ceux qui veulent revoir en replay, il faut savoir que ce sera diffusé sur la page YouTube de Profession Voyage et vous pouvez aussi retrouver tout ce webinaire sur le groupe Facebook des professionnels du voyage, dont évidemment vous êtes pour la plupart déjà membres. On vous enverra des informations complémentaires à la suite du webinaire pour le retrouver en version enregistrée, en tout cas. Alors, pour continuer, je voulais juste vous dire qu'on reçoit déjà beaucoup de témoignages d'agents qui nous disent qu'ils ont visité cette destination et qu'ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Donc, un gros waouh, quel beau pays, plein d'histoires. Donc, c'est toujours un bon avis à prendre de savoir ce que pensent les agents. Pour la phase de questions, donc moi, j'ai répondu à toutes les questions. Je vous ai déjà posé toutes les questions posées ici. Il y en a de nombreuses qui ont déjà été résolues. Je vais peut-être laisser la parole à Jerry maintenant, même si c'est en anglais, pour nous parler un petit peu du marché canadien. Mais avant ça, est-ce que Laurent, vous auriez un petit mot pour conclure? Bien, écoutez, encore une fois, moi j'ai l'habitude de dire, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, quoi que vous recherchiez, vous trouverez toujours votre place sous le soleil d'Israël. Et c'est ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Pendant quelques décennies, pendant quelques années, jusqu'à il y a, on va dire, une quinzaine d'années, Israël était, on va dire, assimilé un petit peu à une destination d'histoire, de pèlerinage, d'archéologie, un petit peu sérieuse, un peu de géopolitique aussi. Donc, ce qui est toujours vrai, hein, les passionnés d'histoire, d'archéologie vont continuer à aller en Israël, mais depuis une bonne quinzaine d'années, ça s'est complètement ouvert. Et voilà, comme je le disais, il y a pour tout le monde une place sous le soleil d'Israël. Et je peux vous assurer, en France, en Europe et j'imagine aussi au Canada, quand les agences envoient des clients en Israël, ils reviennent absolument enthousiasmés parce qu'ils ne soupçonnaient pas la richesse et le pouvoir émotionnel de cette destination avant de la connaître. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Est-ce que vous diriez, Laurent, parce qu'il y a peut-être une méconnaissance vraiment de cette zone géographique du monde sur le marché canadien, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'aspect géopolitique est peut-être un frein et que justement les gens y vont et se rendent compte que ce n'est pas forcément l'image qu'ils avaient d'Israël? Alors, c'est un petit peu paradoxal parce qu'au niveau géopolitique, justement, ces dernières années, ça a été un avantage pour Israël parce que, sans rentrer dans les détails des conflits qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, on va dire pas trop loin d'Israël, eh bien justement, Israël a été complètement préservé. Et voilà, donc les gens se sont rendus compte que c'était très sécurisé. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis l'explosion des réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était des journalistes, c'était des officines officielles, hein, entre guillemets, donc, qui parlaient des voyages, qui parlaient de leur expérience. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien cacher. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des influenceurs, vous avez des particuliers, vous avez des retraités qui partent en Israël ou ailleurs. Hein. C'est valable pour Israël, mais peut-être aussi pour d'autres destinations qui ont parfois des idées reçues à combattre. Et bien voilà, depuis maintenant 5, 6, 10 ans, avec l'explosion des réseaux sociaux,
les témoignages sont de plus en plus abondants et les gens vous disent, voilà, en instantané, je suis en Israël, regardez ma vidéo, regardez donc l'image que je renvoie, regardez où je suis. On peut aller du côté israélien, on peut aller aussi dans des villes palestiniennes comme Bethléem ou Jéricho, hein, qui présentent aussi un apport historique très très important. On peut aller aussi en Jordanie, on peut aller en Égypte, hein, puisque les frontières sont ouvertes, et puis surtout on se sent en sécurité. Donc les gens partagent ça sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on a remarqué, quand on pose la question aux individuels qu'on rencontre sur les salons, ou quand on parle avec les agences de voyage qui vendent Israël à des gens pour la première fois, ils nous disent effectivement, les gens se sont laissés convaincre par le témoignage de leurs amis, de leurs cousins, de leur famille, etc., essentiellement sur les réseaux sociaux. Voilà, sans compter bien sûr les couvertures médiatiques qu'il y a avec des émissions de journalistes qui sont maintenant diffusées sur les différents canaux d'image, hein, pas seulement à la télé, mais aussi sur Internet, sur le web, sur les chaînes YouTube, etc. Super, merci beaucoup. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais restez avec nous parce qu'il y a d'autres informations à découvrir, justement plus localisées sur le marché canadien, pour le marché canadien, et il y a aussi un prix à gagner. Donc, restez avec nous. Laurent, je vous libère et on va maintenant parler avec Amnon. Bonsoir, je m'appelle Amnon Ben David, je suis le président de Voyage Eshet à Tel Aviv. Et nous avons aussi Chirel qui travaille avec nous, et elle est parisienne. Et nous avons beaucoup d'expérience avec les marchés canadiens et aussi les marchés québécois. Et nous avons travaillé pour les pèlerinages, pour les loisirs, pour les voyages de groupe. Nous avons travaillé avec Transat pour 2 ans. Et malheureusement, ok, merci. Et dans les périodes que nous avons travaillé avec Transat, nous avons fait presque 2000 de touristes qui sortent de Montréal, Québec, etc. Alors, nous connaissons les marchés québécois et nous espérons qu'on va avoir beaucoup de touristes qui, après le corona, nous sommes le plus grand Destination Management Company depuis le 1947. Opération dynamique et innovante, proposant des tarifs particuliers compétitifs grâce au pouvoir d'achat élevé, d'emplois multilingues, aussi français naturellement, travail à plein temps, des services de haute qualité avec les meilleurs prestataires et guides locaux. Continuez, s'il vous plaît. Non. Ça, on avait vu. OK. Nos services, ils sont départ garantis, excursions privées, circuits de famille, et groupes de pèlerins et groupes religieux, circuits à thème, culinaire, ionologie universitaire, bien-être et randonnée, et des programmes de conférences incentives. Merci. Continuez, s'il vous plaît. Ici, vous avez un exemple de circuit en Terre Sainte. C'était une semaine de programmes qui arrivaient à l'aéroport international de Ben Gurion. Et le premier soirée, c'est à Tel Aviv. Le deuxième jour, on allait à Nord, Césarée, Haïfa, Megiddo, Saint-Jean d'Acre et dormir près des lacs de Tibériade. Va continuer les régions du lac de Tibériade avec tour de la ville de Tibériade, et avec les bateaux de Jésus, et continuer avec les sites religieux, la vie de Jésus, comme Tapra, Mont Beatitude, et dormir à Tibériade. Continuer mercredi, visiter Cana, le site de mariage, et Nazareth. Nazareth est le site archéologique de Beth Shean, et continuer à Jérusalem. Merci.
À Jérusalem, naturellement, on va visiter la vieille ville avec tous les sites d'archéologie et religieux extraordinaires. À vendredi, on va continuer avec la ville nouvelle et Belém. Belém avec l'église de Nativité. Et à samedi, on va visiter Qumran, Masada et la mer Morte. La mer Morte, le plus bas ici du monde. C'est le plus grand spa du monde et le palais des rois Hérodes. Et à dimanche, transfert à l'aéroport de Ben Gurion pour revenir à Montréal. Et continuer, on peut faire combinaison avec la Jordanie, avec Petra. C'est pas difficile du tout de visiter Petra avec des jours plus, aller à Eilat, à la mer Rouge, continuer à Petra. Petra, la distance de Petra à Eilat, c'est maximum 2 heures en transportation. Continuez, s'il vous plaît. OK. Et en Israël, vous offrir tout que vous souhaitez avoir d'une destination. Nous sommes à votre service pour tous les services, pour les individuels, pour les groupes. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelques questions de logistique ou de programmes, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons des commentaires très positifs d'agents de voyage qui disent justement que votre agence est vraiment, offre des services excellents. Donc, merci beaucoup à Céline pour ce commentaire. Je pense que ça donnera aussi envie aux autres agents de voyage de collaborer avec vous. Nous avons des questions. Est-ce qu'il faut un visa localement pour Petra? Non. Pour Canadiens, ce n'est pas nécessaire de visa. Si vous traversez la pont de Allenby, qui c'est pas loin de Jéricho, vous avez le visa dans les frontières. Très bien. Est-ce qu'on dit que Eilat est vraiment cher? Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Eilat, il y a beaucoup d'hôtels de tous les niveaux. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il y a beaucoup de compétitions, comme ça, les prix à Eilat, ce n'est pas cher. Tel Aviv est plus cher qu'Eilat. Ah, d'accord. Il paraît que, alors Emmanuel nous demande si cette affirmation est vraie. Il paraît qu'il y a des stations balnéaires qui exigent minimum 2 nuitées. Est-ce qu'il faut rester plus longtemps dans certains endroits? Quelquefois, à la mer Morte ou la mer Rouge, les périodes de religieux juifs, quelquefois, il est nécessaire de rester 2 ou 3 nuits, mais pour l'année prochaine, malheureusement, je ne crois pas que cette restriction va exister. Si vous voulez rester une nuit, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience. Je voudrais juste poser une petite question à Jerry. Jerry, are you here? I am here. Good. So, I'm going to explain to everybody. Alors, Jerry représente donc fait partie du comité du tourisme d'Israël, sur le marché canadien. Et on va quand même lui poser des petites questions un petit peu pour nous. Ça va être en anglais, mais je vais vous traduire en français après pour ceux qui le souhaitent. So, Jerry, I know you don't speak French. Un petit peu. Un petit peu. Okay. So, many agents want to know if you have any information about the flights and if Transat, for example, could just start again flying from Montreal. Well, right now, as far as we know, Air Canada are reconsidering flights from Montreal. Otherwise, they do have connections through Toronto for direct flights or flights through Europe. El Al is the other choice with connections with WestJet.
through Toronto or with American Airlines through Newark, New Jersey, and also through through JFK in New York. Otherwise, LL's direct flights through Toronto. Among all the other European airlines, Swiss Air, Austrian Airlines, and also with regards to Turkish Airlines, and many more that do fly from Montreal through their home hubs, whether it's through the States or through Europe. And we have no information yet if Transat is going to start up again with regards to any flights to Israel, or if Air Canada is going to continue on. That is all up in the air as things become more to a state of normalcy and that they feel safe. And also the volume that people are going to start traveling again, which we are confident they will. Israel's preparing for that day to open the doors and welcome Canadian tourists. And people like Amnon and his company, Eshet Incoming, are prepared as well. They have multilingual guides, French-speaking guides for groups or FIT, and there are many, many more. So. Alors, and so just to be sure, so there are no direct flights because of the COVID-19, or Right. do you expect normally to have still flights, direct flights from Montreal with Air Canada, and after the COVID-19? Yeah, we're hoping. We haven't received any definitive information from the airlines as yet, and especially Air Canada. Right now, they're going to be restarting their Tel Aviv flight from Toronto. So it's going to be a question of connecting through Toronto. And once things pick up again and the volume of passengers and their sales come back to the numbers that they were, they will likely relaunch Montreal. But in the short term right now, that's yet to be determined. Okay, so just a last question. I know it's for you, maybe it sounds very secure to go back to Israel, but can you give us a little update about the COVID-19 there? Like other countries on the face of this planet right now that began to reopen, even in Toronto or in Montreal, there are second waves taking place. Maybe not as badly as some other countries, but Israel is being very cautious. Right now, it is solely domestic tourism, if that. And that is also very small numbers of people traveling within the country. People are basically waking up and starting their lives, going back to work, like we are here, or children going back to school. And they are taking precautions with masks, same thing with distancing and isolation as needed, so that a third wave or fourth wave doesn't happen. And we are confident that Israel, having taken such drastic steps when COVID did break out and shutting the country down very quickly, that they are very, very diligent about first of all, their population, and secondly, even more so about tourists coming into the country. So. Great, I'm really happy to hear that, and I think it's very important to know it. Just to conclude, because we have been talking together for an hour, I know there are so many things to say about Israel. What would you like to say to agents that maybe doesn't know how to explain to the clients what experience they could have there? Or well, let me start from this point. Number one is our contact details in Toronto. We're based out of Toronto. We come to Montreal. We go throughout Quebec many times throughout the year. There are opportunities for us to come to your offices to do custom seminars for your staff, or even to meet some of your groups if need be, to help convince people to go, to give them information about the country.
We have materials available en français, our general brochure, as well as maps. And those are available from us. And by email, you can send an email to myself, Jerry A, Jerry, the letter A, at goisrael.gov.il, and or to I sent it through to the chat that I posted it there as well. Our address, our email address, our website, so people can go through it. And we would look forward to an opportunity for face-to-face meetings in your office, so we can talk about Israel at your level, as opposed to a web like this here that we're doing it everything very virtually. Yeah, sure. And I guess we'll keep in touch for the rest, because you will come to SITV, right? Yes, I'm hoping so, for sure. We attend many different events in Quebec, whether it's through our many partners, wholesalers, the airlines, Salon de Voyage we had attended this past year, which was amazing. And looking forward to expanding the market. Transat started it, Air Canada followed through with that, LL continues it, and hopefully we can engage even more. Oh, great. And agents are asking if you plan to do any fan trips in 2020 or 2021? I tell you, in all honesty, the fam trips that we typically deal with at this stage are for media and for influencers, social media. With regards to fam trips, that is the mandate of the wholesale land operators in Israel, like Eshet Incoming, who might invite agents, owners, managers, tour operators, and their key route managers and salespeople to come and see the product. The Ministry of Tourism finances them in Israel to do that. We underwrite a certain percentage of the cost, but we used to run our own FAMs, and now we leave it up to the land operators to handle. Okay, but I guess maybe you can help an agent if he wants maybe to go Make a there. connection. Yeah, we can help make connections. That's what it's about. Oh, sure. Thank you. Thank you so much, Jerry, for all those informations. I know you have a prize, but just before, I'm just going to switch in French to explain, if you don't mind. Oui. Donc, pour résumer un petit peu, donc Jerry vous laisse ses coordonnées. On vous les redonnera. Donc, tous ceux qui ont participé à ce webinaire recevront un email avec les coordonnées de Jerry pour avoir plus d'informations, ainsi que le lien pour revoir depuis le début ce webinaire. Et donc, Jerry nous a indiqué que Israël n'avait pas été beaucoup plus touché qu'un autre endroit, on va dire, par rapport au Covid. Il est plutôt confiant que les vols directs reprennent au départ de Montréal. Évidemment, pour l'instant, il n'a pas eu de certitude par rapport à la reprise des vols. Mais depuis Toronto, il y a différentes options. Et évidemment, on peut aussi connecter via l'Europe facilement. Il y a plusieurs transporteurs qui continuent d'assurer actuellement des vols vers Israël. Donc, la destination restera accessible voilà, dans les prochaines semaines, les prochains mois, sans aucune difficulté. Et puis, à suivre du côté du vol direct, du côté d'Air Canada. Voilà, so now, Jerry, I know you have a prize to offer. So tell me how agents can get the prize. Are you going to send an email? What do you... We are going to do a random draw once we have the details from Travel Week, Profession Voyage, of who participated today. And we will do a random draw of 2 bottles of very fine Israeli wine that will be couriered to the winner. And c'est ça. All right, so you will rester en contact avec nous dès demain. We'll work through you. We'll post it through Profession Voyage, Travel Week, as to who the winner is.
and send an email or a phone call directly to that person. Alors donc, dès demain, on vous dira quel est le chanceux qui pourra goûter au vin israélien. Very last question, and then I think we need to finish this webinar. But Jerry, can we find Israel wine in Canada? You can find Israeli wines at the SAQ, typically in Montreal. And I know you can order online. There are a couple of wholesale dealers in the Montreal area that specialize in importing Israeli wines. I don't have their names with me here in front of me. Like many of you, I'm at home, but I can share that with you. And otherwise, here in Ontario, also the LCBO here, the liquor board, sells Israeli wines. Because it's a very interesting gift for clients, maybe. Donc, un beau cadeau client à offrir pour leur donner envie de découvrir plus sur Israël. Oui. So, thank you everybody. Merci à tous pour votre participation. Vous retrouverez un email dès demain pour avoir le lien pour revoir ce webinaire et toutes ces informations. À très bientôt. Bonne journée. Thank you everybody. Bye. À bientôt. Bye bye.